Maître Nicolas Bloch et moi-même vous souhaitons une cordiale bienvenue au deuxième webinaire de notre série consacrée aux citoyennes et citoyens devant la justice militaire. La conférence du jour s'intéresse au contour d'une infraction au code pénal militaire, le service militaire étranger, en particulier dans le contexte que nous connaissons tous de la guerre en Ukraine. À la fin de notre présentation, nous répondrons à quelques questions posées sur le forum de discussion avant d'accueillir M. Jonathan Carminet, qui est spécialiste du contrôle de sécurité des personnes, pour une interview sur l'évaluation du risque que représentent les personnes qui s'engagent à l'étranger. Pour ne pas faire attendre notre invité et respecter l'horaire, nous répondrons à certaines questions sur le site du groupe de recherche. À noter également qu'un article juridique sur cette thématique paraîtra avant l'été dans la newsletter Weblo et cet article intégrera notamment une étude de la jurisprudence des tribunaux militaires des 10 dernières années en rapport à cette infraction spécifique que nous allons aborder à présent. Ces dernières semaines, plusieurs témoignages de citoyens suisses désireux de rejoindre la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine ou qui l'auraient déjà fait sont parus dans la presse. Ces engagements à l'étranger ne font pas l'unanimité, notamment parmi les politiques, et soulèvent de nombreuses questions quant à la poursuite et au jugement des Suisses qui ont répondu à l'appel du président ukrainien ou qui ont rejoint une armée ou une autre faction militaire. La thématique du service militaire étranger, notamment du mercenariat, n'est pas nouvelle et a déjà été traitée à maintes reprises par les tribunaux militaires. On pense en particulier aux brigades internationales auxquelles se joignirent près de 200 Suisses pour lutter contre la dictature fasciste durant la guerre civile espagnole à la fin des années 40, ou à ceux qui se sont enrôlés dans la résistance française contre l'occupation nazie. Plus récemment, des citoyens ont été condamnés pour avoir combattu à l'étranger contre l'État islamique ou avoir été actifs à l'étranger au sein de la Légion étrangère française. Dans toutes ces affaires, deux questions centrales se posent. Le citoyen a-t-il accompli du service militaire étranger au sens de l'article 94 du Code pénal militaire? Dans l'affirmative, est-il punissable? Un début de réponse vous est présenté maintenant par Maître Bloch, à qui je cède volontiers la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Avec grand plaisir que je prends la suite du professeur Godel pour traiter des premières interrogations liées à notre présentation du jour. Nous le verrons, l'infraction de service militaire à l'étranger soulève plusieurs questions juridiques. Nous tâcherons d'aborder ces problématiques sur différents slides qui vont vous être présentés. La première question qu'on vous présente, c'est la question de base qu'on peut dire, c'est qu'est-ce que le service militaire à l'étranger ? Je vous présente ici l'article de loi, donc ce que dit l'article 94 du Code pénal militaire. Cette disposition, nous y reviendrons, poursuit différents buts et les biens juridiques protégés ici sont la puissance défensive du pays, d'une part, et d'autre part, les bons rapports de la Suisse avec les autres États et la neutralité. Nous allons nous concentrer dans un premier temps sur l'alinéa 1 de cette disposition et en particulier sa toute première partie qui est en gras à l'écran. Donc, si on prend quelques précisions terminologiques, l'article 94 alinéa 1 du Code pénal militaire concerne avant tout les citoyens suisses. Donc, c'est tout citoyen suisse qui va faire du service militaire dans une armée étrangère est concerné par cette disposition. Donc ici, comme vous le voyez, c'est vraiment la nationalité qui est un critère déterminant. Il faut donc avoir cette nationalité suisse, indépendamment si on l'a à la naissance ou si on a été naturalisé dans un second temps. De même, il est sans conséquence ou sans importance pour appliquer cette disposition du Code pénal militaire que le citoyen en question soit intégré dans l'armée ou non, qu'il ait été déclaré apte ou non au service militaire, qu'il soit ou encore qu'il ait été exclu de l'armée, comme peuvent le faire les tribunaux militaires dans le cadre de certaines de leurs décisions.
L'âge du citoyen n'est également pas déterminant dans le cadre de cette procédure, étant précisé que si le Suisse qui fait du service militaire à l'étranger est mineur, dans ce cas-là, la poursuite de l'infraction ne reviendra pas à la justice militaire, mais à la justice des mineurs. Si on continue sur nos précisions terminologiques, un élément clé est de déterminer ce que signifie prendre du service. Donc, vous le voyez à l'écran, prendre du service, c'est s'enrôler formellement, conformément au droit local et étranger, et puis une procédure mise en place dans une organisation militaire étrangère ou le fait d'entrer concrètement au service d'une armée étrangère. Il y a donc deux hypothèses qui sont couvertes par cette notion de prendre du service. La première, c'est vraiment celle qui est de suivre un processus précis d'enrôlement pour intégrer l'organisation en question. Dans le cas de la guerre en Ukraine et puis de la Légion internationale ukrainienne, il y a un processus qui a été mis sur pied par les autorités ukrainiennes en 7 étapes pour intégrer cette Légion internationale. Ça commence par une prise de contact et puis une inscription à l'ambassade, des vérifications de documents avant que l'on prenne finalement de rejoindre dans un dernier temps le pays et les troupes en question. La seconde hypothèse, c'est le fait d'entrer concrètement au service d'une armée ou d'une faction militaire étrangère sans qu'il y ait eu nécessairement un processus de recrutement préalable. C'est souvent le cas que l'on retrouve pour les unités paramilitaires, par exemple. Nous y reviendrons. On a, à titre d'exemple, une entrée effective au sein d'une entité militaire lorsque l'auteur de l'infraction s'engage concrètement à se soumettre à la hiérarchie militaire, à la discipline, aux règles de camp ainsi qu'aux ordres de ses supérieurs. Enfin, je relèverai qu'entrer en service au sein de cette armée étrangère suffit. Il n'y a pas de nécessité que le prévenu fasse effectivement le service ou combatte. Nous y reviendrons. Une notion également extrêmement fondamentale qui doit être reprise ici et détaillée, c'est cette notion d'armée étrangère. Donc, cette armée étrangère, c'est une notion large qui a été clarifiée par les tribunaux militaires dans le cadre de leur jurisprudence. Ce qu'on peut dire, c'est que l'armée, c'est une unité organisationnelle qui fait partie de la structure d'une armée étrangère, qu'elle soit étatique ou non. À ce stade de l'analyse, si on fait un petit aparté, peu importe finalement les motivations de la personne qui rejoint cette unité, que ce soit sur un but financier, idéaliste ou religieux. Et j'y reviendrai également, il n'est pas nécessaire que ce soit une unité de combat. En résumé, l'élément fondamental, c'est d'être intégré et soumis à une hiérarchie militaire ou que l'organe que l'on rejoint fasse partie, d'un point de vue organisationnel de l'armée, que les hommes qui y servent soient placés sous un commandement militaire. Vous voyez à l'écran différentes hypothèses particulières qui imagent la notion d'armée au regard de la jurisprudence des tribunaux militaires. On a la première hypothèse qui est la plus évidente, c'est les troupes combattantes actives sur le front, donc sur la ligne de front. Ici, c'est clairement le cas des gens qui prennent les armes et qui sont au combat face à l'ennemi. On a sur des unités combattantes de partis politiques également qui peuvent être assimilées à une armée. Ça a été traité par les tribunaux militaires, notamment en lien avec les unités combattantes du PKK. Il y a YPG, par exemple, en Syrie, HPG en Irak. Ces entités militaires, elles sont considérées comme une armée parce qu'elles sont structurées, organisées comme telles. Et puis, on a de la jurisprudence des tribunaux militaires qui ont consacré le caractère militaire de ces unités, le fait que ce soit une armée, lorsqu'il a été question, par exemple, de poursuivre des citoyens suisses qui étaient partis combattre État islamique. Une autre hypothèse qui est un petit peu plus, disons, moins claire ou moins évidente lorsqu'on parle d'armée, c'est les troupes, par exemple, sanitaires ou de services logistiques en uniforme qui est soumis à un commandement. Donc ici, c'est un contexte particulier, c'est des troupes qui sont finalement en arrière-front, comme le dit le tribunal militaire de cassation dans ses analyses. Finalement, c'est des unités qui sont là pour soutenir les combattants, mais qui ne sont pas sur la ligne de front. Si on prend, ça peut représenter pas mal de tâches différentes, pas mal de personnes
Par exemple, les unités militaires françaises laissent entendre que s'il y a un combattant sur le front, il y a 5 personnes derrière pour tout ce qui touche à la logistique. Donc, se posera la question dans le cadre du conflit ukrainien du traitement des citoyens suisses qui ont été intégrés dans des unités d'appui à la Légion ukrainienne, par exemple. La limite peut être très fine entre être membre de l'armée ou non lorsqu'il est question des troupes d'appui. Il y a eu récemment une jurisprudence qui a été rendue par le tribunal militaire d'appel au sujet d'une association qui s'appelle Sarel. C'est une association israélienne à but non lucratif et apolitique qui avait pour objectif d'accueillir des volontaires entre 16 et 80 ans pour qu'ils viennent sur une période de volontariat civil en Israël apporter un soutien à Israël pour un travail bénévole sur les bases de Tsahal, hein, donc de l'armée israélienne. Donc, le tribunal militaire d'appel, dans le cadre de la poursuite de cette infraction de l'article 94 du Code pénal militaire, a dû déterminer si les prévenus étaient membres d'une armée étrangère et donc au niveau même organisationnel, s'ils faisaient partie de l'armée israélienne. Et puis, ils ont relevé à ce sujet-là qu'un élément fondamental, c'était d'être soumis à la hiérarchie, à la structure militaire, le fait d'être sur une base étant un élément parmi d'autres. Et dans le cadre de cette analyse-là, pour Sarel, il a été considéré que le fait d'intégrer cette association et puis d'aller sur les bases de Tsahal ne constituait pas du service militaire à l'étranger, c'est-à-dire que les personnes n'avaient pas rejoint une armée parce que dans leur fonctionnement au quotidien, ils n'étaient pas soumis à la hiérarchie militaire, ils étaient globalement libres de leurs mouvements et de leurs activités. Leurs activités, donc, ça revenait par exemple, à préparer des boîtes de pansement ou des choses comme ça. Et là, on a considéré que les gens avaient une liberté qui faisait qu'ils n'étaient pas soumis à une hiérarchie ou à une structure militaire, quand bien même ils étaient sur les bases de Tsahal et qu'ils pouvaient porter l'uniforme. Donc, cette décision-là pourrait nous amener à avoir, dans le cadre du conflit ukrainien, une lecture différente de certains agissements de la part des personnes, des citoyens suisses qui se rendraient en Ukraine, notamment comme on l'a vu sur certains reportages, il y a des groupes de femmes ukrainiennes qui sont restées au pays, puis qui préparaient du matériel, des pansements, des repas, voire même des treillis, des choses comme ça, pour soutenir les troupes sans pour autant être intégrées dans l'armée directement. Pour les autres hypothèses qu'on soulève ici, que vous voyez à l'écran, il y a notamment les unités actives dans les cyberattaques ou des unités de propagande qui pourraient être considérées également comme une armée en fonction de leur organisation et de leur structure. Donc, s'ils sont intégrés dans l'armée, on pourrait considérer que l'article 94 du Code pénal militaire entre application pour les gens qui rejoindraient, par exemple, des citoyens suisses qui rejoindraient une unité active dans les cyberattaques ou au niveau de la propagande. Hein, car comme on l'a vu, c'est des éléments qui sont désormais important des guerres modernes, tout ce qui touche aux cyberattaques ou encore la communication, que ce soit l'information ou la désinformation, joue un rôle clé dans le cadre des conflits armés. À noter ici une particularité par rapport aux sociétés de sécurité privées qui, elles, sont à ce stade, selon la jurisprudence militaire, pas considérées comme une armée, dans la mesure où une société de sécurité privée va intervenir en qualité de prestataire de services pour une mission spécifique. Un autre élément qui ne figure pas à l'écran, mais qui peut être sujet à discussion, disons, ce sont les milices volontaires hein, qui sont constituées, on l'a vu dans différents reportages en Ukraine, hein, qui se sont constituées spontanément pour défendre un quartier, un village ou autre, où c'est qu'il y a un poste qui a été mis, une petite tranchée, et puis les gens prenaient un fusil et attendaient là pour assurer la sécurité. Dans ce cadre-là, se pose la question de savoir si on peut parler d'armée. La réponse est très probablement non, dans le cadre d'une vision embryonnaire de ces sociétés de milices, vu qu'elles ne sont pas vraiment organisées comme une unité militaire avec une chaîne de commandement et qu'elles ne sont pas intégrées, par exemple, à l'armée ukrainienne. La situation pourrait bien entendu évoluer au cours du temps en fonction de la durée de la guerre, car plus celle-ci se prolonge dans le temps, plus il y a des chances que ces milices deviennent structurées et organisées, voire même qu'elles intègrent l'armée ukrainienne. Si on se concentre sur l'Ukraine en elle-même, quelles armées sont actives actuellement au sein de ce pays?
On va envisager dans un premier temps la plus connue, la Légion internationale pour la défense d'Ukraine, ou la Légion étrangère ukrainienne. Donc, c'est une unité militaire qui a été créée par le gouvernement ukrainien à la demande du président Zelensky pour lutter contre l'invasion russe de l'Ukraine. Elle compterait à ce jour plus de 30 000 volontaires. Autre armée que l'on peut considérer au sens du code pénal militaire, c'est le régiment Azov. C'est une unité paramilitaire qui a été fondée en 2014, une unité donc ukrainienne qui a ensuite été intégrée, qui est devenue un bataillon militaire et intégré dans la garde nationale. Le groupe Wagner, qui a aussi fait parler de lui pour les agissements en Ukraine. Donc, c'est une société militaire privée russe qui fournit des mercenaires. Sont actifs notamment dans le Donbass. On a entendu parler du groupe Wagner également durant la guerre civile syrienne et également dans d'autres zones de conflit comme en Centrafrique. Ici, on peut considérer que ce groupe-là est une armée parce que c'est de la mise à disposition de mercenaires, donc de combattants. Ce n'est pas la même action qu'une société privée qui aurait une mission particulière, comme je l'ai exposé auparavant. Il y a également la Légion géorgienne, donc qui est maintenant intégrée dans la Légion internationale ukrainienne, mais c'était une unité paramilitaire dans un premier temps, puis militaire, qui a été formée par des volontaires d'origine géorgienne qui avaient pour but de combattre aux côtés de l'Ukraine durant la guerre du Donbass. Le but, finalement, la motivation de cette unité était de résister à l'agression russe. Il y a d'autres unités qui peuvent être envisagées. On n'a pas ici un panel exhaustif de ce qui peut arriver. On a notamment eu dans l'historique des décisions des tribunaux militaires un citoyen suisse qui a été poursuivi en 2020 pour s'être engagé dans la brigade internationale Piątanska et puis dans la région du Donetsk. C'était finalement cette unité qui était active aux côtés des séparatistes pro-russes. Voilà, on arrive ici à cette deuxième question parce qu'on a donné un peu les notions de base de qui est la personne visée par cet article 94 du Code pénal militaire, le citoyen suisse, que signifie prendre du service, quelle est la notion d'armée, mais on va pouvoir affiner ici un petit peu cette notion à travers une question importante de savoir si finalement est-ce qu'il y a un risque pour un citoyen suisse de se rendre dans une zone de conflit comme l'Ukraine à l'heure actuelle. La réponse, eh bien, il y a des risques, oui, mais finalement, le fait de se rendre en Ukraine n'est pas une condition suffisante pour qu'on applique d'office l'article 94 du Code pénal militaire, parce que cette disposition-là n'interdit pas de voyager en Ukraine ou d'aller dans un État belligérant, que ce soit par exemple pour apporter des vivres, aider la famille ou recueillir des réfugiés. Il y a bien entendu des situations plus complexes, où le cadre est moins clair, où c'est qu'on peut envisager du service militaire à l'étranger licite. On vous expose ici à l'écran différentes hypothèses, en se basant sur une personne d'un nom d'emprunt, donc Ivan, qui, très touché par la guerre, aimerait soutenir la population ukrainienne. Il n'exclut pas de prendre les armes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il pourrait finalement faire un service militaire à l'étranger, qu'on pourrait dire entre guillemets licite, s'il se rend en Ukraine pour aider la population, les réfugiés par exemple, en tant que bénévole. Si on rajoute une composante supérieure, on se dit ben voilà, supplémentaire, il est dans une zone qui est sous la protection de l'armée régulière. Dans ce cadre-là, on n'aurait pas du service militaire à l'étranger dans la mesure où Yvan, même s'il est dans un bâtiment qui est protégé par l'armée, il n'est pas soumis à la hiérarchie militaire, il n'est pas intégré dans la structure de l'armée. Une autre hypothèse, c'est pour Ivan qui sera en Ukraine, il ne rejoint pas une entité reconnue comme étant une armée. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas du service militaire à l'étranger, comme on l'a dit plus tôt, avec l'exemple de Sarel, par exemple, de cette association de soutien à l'armée israélienne. Ça pourrait être le cas aussi si Ivan rejoint, comme on l'a dit, les groupes de personnes qui aident d'un point de vue logistique spontanément l'armée ukrainienne en préparant, par exemple, des vivres ou encore des tenues de camouflage. Donc, s'il n'est pas dans une structure militaire hiérarchisée avec une chaîne de commandement, on n'a très probablement pas l'infraction à l'article 94 du Code pénal militaire qui entre en ligne de compte.
La limite est parfois fine hein, à ce sujet-là, comme on l'a dit. Il y a eu d'autres exemples hein, dans la jurisprudence. Il y avait par exemple une situation d'un militaire qui avait rejoint la Syrie hein, sans vraiment de plan, mais pour protéger et soutenir les chrétiens dans ce pays. Et puis, il était suspecté de soutien au Syria Military Council, hein, d'avoir intégré cette unité-là. Et le tribunal militaire, qui a dû juger de cette affaire, a considéré que finalement la personne n'avait pas été formellement incorporée au sein de cette unité. Il n'y avait pas d'ordre direct qui était reçu. Il portait l'uniforme, certes, mais c'était un peu la règle dans des pays de conflit. Ça ne voulait pas encore dire qu'on est membre de l'armée, même des enfants portent l'uniforme. Et puis, dans ces circonstances-là, on a considéré qu'on n'arrivait pas à retenir qu'il avait intégré cette unité combattante et donc l'infraction de service militaire à l'étranger ne pouvait pas être retenue. Une autre hypothèse encore, si on a Ivan qui demande à obtenir l'autorisation du Conseil fédéral pour aller combattre en Ukraine, hein, donc l'article 94 du Code pénal militaire permet cette hypothèse, c'est-à-dire de pouvoir demander l'autorisation au Conseil fédéral de se rendre dans servir pour une autre armée que l'armée suisse. Et dans ces circonstances, là, on doit partir du principe que le service est licite. Bien entendu, la décision revient au Conseil fédéral, hein, ça dépend le cadre de nos compétences ici. C'est aussi une décision qui est de nature politique. On ne peut pas vous dire ce qu'aurait décidé le Conseil fédéral à ce sujet, mais cette possibilité existe et elle doit être connue. Une autre hypothèse encore, si on a Ivan qui est binational, donc suisse et ukrainien, il est établi en Ukraine au moment où il s'enrôle. Ici, on pourrait envisager que le service militaire soit autorisé, mais il faut faire attention ici à un élément important, c'est que la jurisprudence est claire à ce sujet. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir une deuxième nationalité qui rend le service militaire licite, il faut une décision formelle de l'autorité suisse qui l'autorise. Je rappelle aussi que les conditions même pour éviter que l'article 94 du Code pénal militaire s'applique doivent être réunies avant la prise de service et pas après. Hein. Donc, il y a une possibilité qui a été dite pour les personnes qui rejoignaient la Légion étrangère ukrainienne de pouvoir obtenir la nationalité de ce pays. Ça ne serait pas une condition qui éviterait la poursuite de l'article 94 du Code pénal militaire. Donc, si on prend la jurisprudence constante rendue par le tribunal militaire de cassation hein, au sujet des doubles nationaux, celui-ci ne sera libéré du service militaire en Suisse qu'après une décision expresse de l'autorité compétente, l'assujettissant à la taxe militaire. Hein, donc, c'est un critère de rattachement. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'effet rétroactif. On a eu de la jurisprudence qui a été rendue à ce sujet, notamment pour les gens qui rejoignaient la Légion française, hein, donc Légion étrangère française, où c'est qu'on a considéré que pour une personne qui avait s'était d'abord établi en France, qui avait déposé ses papiers et puis qui s'était annoncé auprès de l'assurance française qu'elle était finalement définitivement installée en France et puis que les démarches après qui suivaient, il avait une nationalité française, rendaient son action licite. Gardons un élément important en tête ici, c'est que l'article 5 de la loi sur l'armée, hein, donc la LAAM, dit clairement que même si on a une autre nationalité, ça n'a pas d'influence sur les obligations militaires en Suisse. Je rappelle ici qu'il n'y a aucune convention qui a été conclue entre la Suisse et l'Ukraine, ni avec la Russie ou la Biélorussie d'ailleurs, qui rendrait le service militaire à l'étranger licite. Hein. Il y a des accords, par exemple, particuliers qui ont été conclus par la Suisse avec la France et la Finlande hein, pour régler les questions du service militaire pour les doubles nationaux. Il n'y a, pour les pays qui sont visés par le conflit ukrainien, aucun accord qui a été conclu par la Suisse. Dernière hypothèse qu'on a mentionnée ici à l'écran, hein, donc c'est pour la situation où Ivan a déjà accompli son service en Ukraine par les passés avant d'obtenir la nationalité suisse. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de punissabilité, hein, pas de violation de l'article 94 du Code pénal militaire, pardon, puisque la loi prévoit que le citoyen qui est binational et domicilié dans un autre État dont il possède la nationalité n'est pas punissable. On va ici aborder un cas particulier de l'article 94 du Code pénal militaire, hein, donc sous la forme de la tentative. Hein. Donc, si on a une hypothèse ici qu'on vous expose à l'écran, c'est qu'on a Ivan qui va contacter l'ambassade ukrainienne pour déterminer comment intégrer la Légion étrangère. On va se poser la question si c'est un
des conséquences. On vous a exposé notre analyse ici à l'écran. Donc, le fait de contacter l'ambassade ukrainienne est très probablement insuffisant pour constituer une tentative de service militaire à l'étranger. La situation est différente si Ivan va plus loin dans ses démarches, qui s'inscrit sur la liste et puis qui va ainsi lancer la procédure de recrutement. Ensuite, si celle-ci n'aboutit pas, par exemple s'il n'y a pas d'expérience militaire, si son dossier n'est pas retenu pour des raisons XY, par exemple au niveau physique ou autre, on sera au stade de la tentative. Si on vous a mis également la définition même de la tentative à l'écran, ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que voilà, si on ne va pas au bout du processus, eh bien, on entre dans le cadre de la tentative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque de poursuite pour violation de l'article 94 du Code pénal militaire si on est uniquement au stade de la tentative. Il y a quand même toujours une sanction qui peut être envisagée. Nous y reviendrons. Dernière question en ce qui me concerne à traiter, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autorités ukrainiennes qui encouragent les gens à rejoindre la Légion internationale. Est-ce que cette hypothèse-là est couverte par l'article 94 du Code pénal militaire? Donc, la réponse est oui. On a l'alinéa 3 de cette disposition qui prévoit spécifiquement que celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger aura favorisé son enrôlement, pourra être poursuivi au sens de cette disposition. Ce qu'il faut avoir ici comme vision, c'est que favoriser l'enrôlement, ça peut être donner des conseils, servir d'intermédiaire ou de permettre à la personne de s'enrôler. Ça concerne toute personne qui va enrôler un Suisse ou favoriser son enrôlement. Il n'y a pas de critère de nationalité pour violer cette disposition là, étant précisé que si on a des légions qui sont finalement licites selon le droit étranger, leur comportement de leur recruteur sera aussi considéré comme étant licite en application de la loi étrangère, parce que l'article 94 du Code pénal militaire ne saurait se substituer à la souveraineté de l'État étranger, qui a peut-être une disposition légale à ce sujet. Voilà, je vais maintenant laisser la parole au professeur Thierry Godel pour la suite de la présentation. Voilà, merci. Alors, nous avons vu jusqu'à présent la définition du service militaire étranger au sens de l'article 94 du Code pénal militaire. Se pose maintenant la question de savoir si le fait d'accomplir un service militaire à l'étranger est finalement toujours punissable. Alors, la réponse est non, comme l'a déjà démontré Maître Bloch, mais approfondissons un petit peu notre réflexion. Alors, nous ne l'avons pas encore dit, mais évidemment, la norme de l'article 94 ne s'applique pas aux engagements de l'armée suisse ou de militaires suisses à l'étranger. Sur la slide, vous avez ici différents cas de figure qui sont présentés. On pense notamment aux attachés de défense auprès d'autres États ou aux militaires qui participent à des cérémonies officielles. On pense également aux opérations communes de défense du territoire, par exemple la police du ciel, ou les formations dispensées en collaboration avec d'autres armées. On peut également citer l'exemple des militaires suisses qui sont engagés dans des missions de maintien de la paix au Proche-Orient, République démocratique du Congo, Soudan, Cachemire, Sahara occidental ou en Corée du Sud, par exemple. Maître Bloch l'a déjà dit précédemment, certains services sont autorisés par décision ou par la loi. On peut quand même préciser que si le fait de s'enrôler dans une armée étrangère étatique, avec l'accord du Conseil fédéral, n'est pas punissable ou peut ne pas être punissable, depuis la Deuxième Guerre mondiale, telles décisions sont rares, voire très rares en temps de paix. D'ailleurs, il est difficilement concevable que le Conseil fédéral autorise, par exemple, ses ressortissants à s'engager dans la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine, comme l'ont fait le Danemark ou la Tchéquie, puisqu'une telle décision de la Suisse semblerait violer le droit international de la neutralité.
Ensuite, il n'existe évidemment aucun accord entre la Suisse ou un autre pays qui autoriserait le mercenariat. Enfin, l'autorisation d'accomplir son service obligatoire dans un autre pays dont on détient la nationalité, pour autant que les procédures soient accomplies correctement, comme l'a rappelé Maître Bloch, ne couvre évidemment pas les départs de la Suisse dans le seul but de s'engager à l'étranger. De même qu'il n'est pas concevable que des Suisses qui obtiendraient la nationalité, une nationalité étrangère en raison d'un engagement dans la Légion étrangère soient couverts par cette clause de non-punissabilité. Lorsqu'un service est couvert par la définition de l'article 94 du Code pénal militaire et qu'il n'est pas autorisé par la loi ou une décision, d'autres conditions doivent encore être remplies pour que le citoyen ou la citoyenne puisse être sanctionné pénalement. Les deux plus importantes sont les suivantes, sont celles que vous retrouvez sur la slide. Premièrement, le juge doit se demander si l'accomplissement du service militaire étranger pourrait être justifié par les circonstances, à savoir si la personne poursuivie peut invoquer ce que l'on appelle un état de nécessité licite. Mise en rapport avec le service militaire étranger, la question que doit se poser le juge est de savoir si le citoyen n'avait pas d'autre choix que d'accomplir du service militaire à l'étranger pour se protéger ou pour protéger un tiers d'un préjudice grave, par exemple pour protéger sa vie ou éviter d'aller en prison. Si le citoyen peut se prévaloir de cet état de nécessité parce qu'il ne s'est pas trouvé dans cette situation par sa faute, ce que rappelle la jurisprudence du tribunal militaire de cassation, il n'est pas punissable en application de cet article 17 alinéa 1 du Code pénal militaire. Nous le verrons au travers d'exemples, les conditions qui permettent de retenir l'état de nécessité sont relativement strictes. Deuxièmement, le juge doit s'assurer que le citoyen n'ignorait pas que la loi suisse interdit d'accomplir du service à l'étranger. Si le citoyen ignorait que son comportement était répréhensible, il peut se prévaloir de ce que l'on appelle une erreur sur l'illicéité. Alors toutefois, il ne suffit pas d'ignorer la loi pour échapper à une peine. Le juge doit encore se demander si cette erreur était évitable, c'est-à-dire si le citoyen était en capacité d'obtenir l'information ou aurait dû avoir des doutes quant au caractère répréhensible de son acte, par exemple, sans trop d'efforts. On peut citer l'exemple, le fait de se renseigner auprès de proches ou de l'administration militaire. Si le juge arrive à la conclusion que l'erreur était inévitable, au regard de toutes les circonstances, le citoyen n'est alors pas punissable. En revanche, s'il pouvait éviter son erreur, il est sanctionné, mais sa peine doit être atténuée. Alors, sans entrer dans trop de considérations juridiques, nous allons illustrer nos propos au travers de quelques exemples qui se rapportent en particulier à la guerre en Ukraine. Premier exemple, Yvan est de nationalité suisse, il vit en Suisse, et puis il explique au juge d'instruction militaire qu'il a rejoint la Légion internationale pour sauver des vies et défendre l'Ukraine. Alors, dans cet exemple, l'engagement d'Yvan ne paraît pas justifié au regard des critères fixés par la loi. Pourquoi ? Dans une approche strictement juridique, le seul constat d'une guerre ne justifie pas le fait de s'enrôler dans une légion internationale ou de rejoindre volontairement une armée étrangère. Et ce, indépendamment du fait que la Suisse ait pris part aux sanctions internationales, ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises par le passé, puisque ce comportement d'un seul homme, il ne peut pas suffire à la protection immédiate du pays. Yvan ne peut donc pas invoquer qu'il n'avait d'autre choix que de s'enrôler dans l'exemple que nous avons cité. Il vit en Suisse et doit encore se rendre en Ukraine,
Et puis, finalement, il n'a pas de certitude d'être admis dans la Légion ou l'armée, ni même de pouvoir aider à la protection du pays. Au surplus, on pourrait préciser que les moyens de défense dont dispose chaque État, y compris l'Ukraine, sont évidemment plus à même d'écarter les dangers liés à la guerre que le comportement d'un seul homme. Deuxième exemple, Ivan est double national et vit en Suisse. Il explique cette fois-ci qu'il a rejoint les rangs de l'armée ukrainienne au début du conflit, car il est né à Kiev et ses proches vivent toujours en Ukraine. Il explique qu'il voulait défendre sa patrie et les siens. Alors, le raisonnement est le même que pour le premier exemple. Le fait qu'Ivan détienne aussi la nationalité ukrainienne n'a pas d'incidence sur le raisonnement juridique. L'état de nécessité ne peut pas être invoqué puisqu'on ne peut pas admettre qu'Ivan n'avait pas d'autre choix que de s'enrôler pour assurer la protection de la patrie et des siens. Toutefois, le conflit intérieur qu'il habite, on le verra plus tard, donc ce conflit intérieur qu'il habite en raison de sa nationalité ukrainienne et sa volonté de défendre sa patrie et les siens pourrait être considéré au moment de fixer la peine, notamment pour atténuer cette peine. Par contre, ces critères ne permettent pas de rendre licite le comportement d'Ivan. Troisième exemple, Ivan explique qu'il séjournait en Ukraine lorsque le conflit a débuté. Il a été mobilisé et n'a pas été en mesure de quitter le pays. Alors, pour les doubles nationaux qui séjournaient temporairement en Ukraine au moment de la mobilisation, nous sommes d'avis qu'il devrait être considéré que l'ordre présidentiel de rejoindre l'armée, assorti d'une interdiction de quitter le territoire, constitue un cas d'état de nécessité. On pense, dans cet exemple, aux doubles nationaux de sexe masculin âgés 18 à 60 ans, conscrits ou réservistes, qui s'exposaient à des poursuites pénales pour désertion ou défaut de convocation s'ils ne donnaient pas suite à cet appel lancé par le président ukrainien. Dans cette hypothèse, le fait qu'ils rejoignent la troupe volontairement ou non importe finalement peu, puisque conformément à la jurisprudence du tribunal militaire de cassation, celui qui obéit à un ordre de marche émanant d'une armée étrangère, alors certes se rend coupable de service militaire étranger, mais son engagement n'est pas punissable s'il s'est trouvé sans sa faute dans une situation dans laquelle il n'avait finalement pas d'autre choix que d'enfreindre la loi suisse ou d'enfreindre la loi étrangère. On peut encore préciser que concernant ces personnes qui ont été mobilisées, notre réflexion, elle va même un peu plus loin que la Cour suprême militaire, parce que nous estimons que l'ordre de mobilisation assorti de l'interdiction de quitter le territoire ukrainien constitue finalement une contrainte si forte qu'elle exclut le libre arbitre, le libre choix de s'engager. Autrement dit, pour nous, les personnes qui ne peuvent ou ne pouvaient pas dire non à la convocation, finalement n'ont pas agi avec intention, elles n'ont pas commis l'infraction de service militaire étranger de manière intentionnelle. Et comme l'infraction n'est punie qu'intentionnellement, on devrait considérer que l'infraction n'a pas été commise. On peut encore signaler que pour les doubles nationaux qui résidaient à l'étranger au moment de rejoindre les rangs de l'armée ukrainienne, les tribunaux devront établir leur situation militaire et apprécier s'ils étaient concernés par la mobilisation générale, respectivement s'ils étaient en mesure ou pas de se soustraire à leur engagement sans s'exposer à un préjudice inacceptable. Alors, tel est le cas si le militaire ne pouvait pas se faire exempter. Par contre, celui qui n'est pas mobilisé mais rejoint l'armée par solidarité ne semble pas pouvoir invoquer un état de nécessité qui, puisqu'il était libre de s'engager, est une nécessité qui rendrait licite son comportement. Toutefois, comme nous l'avons dit, ce n'est pas parce que le comportement est illicite que certaines circonstances ne vont pas devoir être considérées au moment de fixer la peine. Quatrième exemple, cette fois-ci, on va passer au cas de l'erreur sur l'illicéité.
Ivan explique qu'en tant que double national, il se croyait autorisé à se rendre en Ukraine pour s'enrôler dans l'armée. Alors la question qui se pose dans cette hypothèse est celle de la punissabilité des citoyens qui accomplissent du service militaire à l'étranger en pensant agir finalement à bon droit ou dans le respect de la loi suisse. De manière générale, il faut savoir que l'erreur sur le caractère illicite du service militaire étranger n'est que rarement admise du fait que tout ce qui touche à la chose militaire est facile d'accès. Toutefois, il n'y a pas de réponse précise à cet exemple et les circonstances du cas d'espèce doivent être appréciées dans leur globalité. Alors, pour nous aider, voici quelques exemples tirés de la jurisprudence où les tribunaux militaires ont admis ou n'ont pas admis l'erreur sur l'illicéité. Et puis finalement, se sont prononcés s'ils avaient admis cette erreur sur l'illicéité, de savoir si cette erreur elle était évitable ou non évitable. Alors tout d'abord, l'ignorance du caractère répréhensible d'un service militaire étranger est parfois retenue par les tribunaux militaires dans des affaires impliquant essentiellement des personnes disposant de la double nationalité qui accomplissent leurs obligations militaires au profit d'un État étranger alors qu'elles résidaient en Suisse. Alors, il arrive aussi parfois que des personnes s'installent temporairement à l'étranger pour y accomplir leur service militaire en pensant à tort qu'elles sont couvertes par la clause non-punissabilité de l'article 94, alinéa 3. Or, comme nous l'avons vu, il ne suffit pas de s'installer à l'étranger pour que l'accomplissement du service militaire soit autorisé. Alors, si l'on résume, l'erreur sur l'illicéité est finalement retenue parce qu'au moment de leur départ pour l'étranger, ces personnes ignoraient qu'elles n'étaient pas autorisées à accomplir leurs obligations militaires dans l'autre État, dont elles détiennent évidemment la nationalité, en raison de circonstances extraordinaires. On voit ici sur la slide l'autorité militaire qui est informée que le citoyen va accomplir son service militaire à l'étranger, mais ne réagit pas, ou la personne reçoit de fausses indications avant de s'en aller. Donc, on voit que l'erreur sur l'illicéité non évitable est vraiment retenue dans des cas très stricts. Pour les personnes qui s'enrôlent dans une faction militaire paragouvernementale ou non étatique, par exemple la Légion étrangère française ou la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine, on peut partir du principe que l'erreur non évitable ne sera pas admise. Pourquoi? Parce que ces personnes, finalement, elles savent en principe que leur comportement est illégal et qu'elles s'exposent à des poursuites à leur retour en Suisse. En particulier pour les légions étrangères, il existe des procédures de recrutement et les candidats sont généralement sensibilisés au caractère répréhensible de leur acte. C'est notamment le cas si on visite le site Internet dédié à la Légion étrangère française ou celui de la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine, où il y a toute une série d'étapes à franchir. Et parmi toutes ces étapes, évidemment qu'à un moment donné, les citoyens suisses seront informés qu'en Suisse, c'est interdit. Donc, ensuite, pour les milices, ces factions militaires ou ces mini-organismes militaires, le fait qu'elles ne soient pas rattachées à un service étatique, que finalement elles ne soient pas rattachées à un État, rend finalement les cas d'erreur peu plausibles, puisque le fait qu'elles ne soient pas rattachées au service étatique doit quand même mettre la puce à l'oreille que le service n'est probablement pas autorisé. Alors voilà, lorsqu'une personne se rend coupable, accomplit un service militaire étranger qui est considéré comme illicite, est-ce qu'elle s'expose finalement à des sanctions? Si oui, lesquelles? Alors, le temps étant compté, nous n'allons pas expliquer en détail chaque critère qui doit être apprécié par le tribunal. Pour fixer une peine, nous nous limiterons aux étapes principales qui nous intéressent en rapport au service militaire
étranger. Alors d'abord, l'article 94 fixe le cadre légal, à savoir la fourchette dans laquelle l'autorité judiciaire doit prononcer la peine. Alors, on l'a vu, hein, le service militaire étranger est passible d'une peine privative de liberté de 3 jours à 3 ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, donc le système des jours amendes, de 3 jours à 180 jours amende. En principe, le prononcé d'une peine pécuniaire doit l'emporter sur celui d'une privation de liberté, ça c'est la loi qui l'impose, et si le juge souhaite ou finalement prononce une peine privative de liberté, il doit évidemment motiver son choix. Pour déterminer la nature de la peine et fixer la quotité de cette peine concrète, à savoir la peine qui va être infligée à la personne condamnée, le juge doit apprécier la culpabilité de l'auteur. Pour y parvenir, il se réfère à divers critères qui lui permettent d'évaluer objectivement la faute commise et aussi d'individualiser cette peine en fonction de la situation de chaque auteur. Alors, concernant la répression du service militaire étranger, les tribunaux militaires peuvent être amenés à considérer, par exemple, la gravité de l'infraction, donc au regard des intérêts qui sont protégés, de la durée du service étranger, de la nature du service militaire, est-ce que la personne a combattu ou non, et est-ce qu'elle a commis d'autres infractions. Le tribunal peut également considérer les motivations de l'auteur. Est-ce qu'il s'agit d'une personne fascinée par la Légion qui a finalement saisi une opportunité de combattre à l'étranger, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un double national qui s'est engagé à l'étranger pour protéger sa patrie, mais surtout ses proches, ses familles, ses familiers ou ses amis. Les tribunaux tiennent aussi compte évidemment de la situation personnelle. Là, on tiendra compte, est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a que la nationalité suisse, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un double national? Est-ce que cette personne est incorporée dans l'armée ou non? Est-ce qu'elle a une formation militaire ou non? Et puis, on pourrait également considérer les conséquences de l'infraction. Par exemple, le fait de s'enrôler à l'étranger, est-ce que le fait de se rendre en Ukraine, finalement, pour se rendre en Ukraine, la personne a dû démissionner ou en se rendant en Ukraine, elle a perdu son emploi? Ou bien on pourrait aussi imaginer que la personne a été blessée au combat, donc il faudra aussi en tenir compte. Ensuite, si d'autres infractions ont été commises, en plus de celles du service militaire étranger, la peine peut être augmentée au-delà de ce qui est prévu à l'article 94. À l'inverse, si des circonstances atténuantes peuvent être retenues, une peine moins sévère que celle prévue à l'article 94 peut être prononcée. On pourrait même imaginer, et ça a été une décision du tribunal militaire d'appel notamment, de retenir comme circonstance aggravante la tentative ou l'erreur sur l'illicéité évitable, où le juge doit atténuer la peine, et finalement le tribunal a prononcé une amende alors que l'amende n'est pas prévue à l'article 94. Donc cette possibilité existe aussi. Toutefois, il faut quand même démontrer l'existence de circonstances extraordinaires pour que l'on s'écarte du cadre fixé par la norme qui réprime l'infraction. Alors, pour donner un exemple, les convictions d'ordre politique ne constituent pas, par exemple, un mobile honorable. On peut également dire que le juge peut renoncer à punir une personne qui a subi les conséquences de son infraction. Par exemple, si une personne a été gravement blessée durant son service étranger, le tribunal pourrait être amené à renoncer à la peine. On notera néanmoins que les instances militaires n'ont jamais renoncé à sanctionner celles et ceux qui avaient été licenciés, notamment de la Légion étrangère suite à un accident lors d'un entraînement ou de blessures survenues lors d'un engagement. Donc concrètement, quelles peines sont prononcées par les tribunaux militaires? Donc, le tableau présente un éventail des condamnations. On s'aperçoit qu'en principe, le seul fait de s'engager est réprimé par des jours amendes, alors que les engagements actifs dans des troupes ou unités combattantes sont sanctionnés de peines privatives de liberté.
On relèvera aussi que les peines sont systématiquement ou presque assorties du sursis, à savoir qu'elles ne sont pas à exécuter à moins que l'auteur récidive. S'agissant des mesures strictement militaires qui n'apparaissent pas sur la slide, qui peuvent être infligées aux citoyens qui sont encore incorporés dans l'armée, on relèvera en particulier que les tribunaux n'ont jamais prononcé d'exclusion de l'armée ou une dégradation, ce qui peut laisser à penser que ces personnes ne constituent pas un risque pour l'armée ou que leur engagement à l'étranger n'est en tout cas pas considéré comme indigne. Alors, ce qui nous amène maintenant à la dernière question, puisque le débat sur le conflit ukrainien, ou comme tous les conflits, est évidemment éminemment politique et vif, on va dire, faut-il poursuivre les personnes qui commettent ces infractions? Alors, pour répondre à cette question, il nous paraît essentiel de relever d'abord que l'article 94 protège 3 intérêts collectifs, la neutralité de la Suisse, même si des sanctions économiques sont infligées, ce que le droit international de la neutralité n'interdit pas. La norme protège aussi les bons offices que la Suisse propose aux États étrangers dans le cadre de la promotion de la paix, et enfin, mais dans une moindre mesure, la défense du pays. Alors, à savoir le fait que la défense du pays est potentiellement affaiblie lorsqu'une personne incorporée dans l'armée suisse sert à l'étranger ou ne peut plus servir suite à un accident survenu lors d'un engagement à l'étranger. Alors, outre la répression de ceux qui se sont engagés à l'étranger, l'existence de cette norme poursuit des fins préventives. Convaincre les citoyens de ne pas s'enrôler dans une armée ou une organisation militaire étrangère, ou de ne pas le faire à nouveau, afin de protéger les intérêts de la Suisse que nous avons cités. Si la norme n'est pas appliquée par les tribunaux, elle ne peut pas avoir les effets escomptés ni protéger les intérêts de la Suisse. Et si elle est appliquée de manière arbitraire par les tribunaux, sa raison d'être, finalement, est remise en question et les jugements qui sont rendus ne sont plus compréhensibles. Autrement dit, une mauvaise application de l'article 94 du Code pénal militaire générerait une sorte d'insécurité juridique inacceptable, puisqu'il ne serait alors plus possible de décerner quels comportements sont couverts par cette norme et lesquels ne le sont pas. Et puis, il y a l'argument que la justice applique le droit et finalement ne fait pas de politique. Alors certes, la situation en Ukraine, aussi dramatique soit-elle, n'est pas nouvelle et les citoyens qui accomplissent du service militaire dans le cadre du conflit russo-ukrainien ne jouissent pas d'une immunité de poursuite pénale. Ils sont punissables dans le cadre que nous avons présenté et pour autant que les tribunaux décident de leur infliger une peine, comme nous l'avons dit. Nous l'avons dit, les raisons politiques ou idéologiques qui amènent un individu à s'enrôler à l'étranger ne doivent pas être considérées ou ne doivent être considérées qu'au moment de fixer la peine, ce qui implique l'autorité judiciaire qu'elle reconnaisse le caractère illicite du comportement et admette que l'auteur finalement a agi de manière coupable. Autrement dit, l'application de l'article 94 ne dépend pas des bonnes intentions du citoyen suisse ou de ses idées partisanes. C'est ainsi que des citoyennes et des citoyens suisses qui s'étaient enrôlés à l'étranger pour combattre le terrorisme et participer à la libération de territoires occupés par l'État islamique ou Al-Qaïda ont déjà été condamnés en application de cette disposition, alors que la communauté internationale s'accorde à dire que lutter contre le terrorisme est un besoin, est une nécessité mondiale. Alors pour conclure, si le service militaire étranger n'est pas autorisé, le citoyen s'expose à des poursuites pénales. Néanmoins, il faut quand même relever qu'en l'absence d'entraide judiciaire internationale pour les infractions militaires, poursuivre celles et ceux qui s'engagent à l'étranger n'est vraiment pas aisé. Depuis 10 ans, on dénombre à peu près une quarantaine de procédures ouvertes contre des citoyennes suisses pour service militaire étranger et la grande majorité l'ont été suite à la commission d'une autre infraction durant le service militaire après le retour donc, de l'étranger
ou parce que des images ou des vidéos avaient été publiées dans la presse ou sur les réseaux sociaux.